Ben, qu'est-ce que ça fait? Alors, la raison de cette transformation, c'est que si vous prenez Laplacien phi, ça vous donne moins Laplacien u plus gradient u carré fois phi. Voilà, vous faites le calcul. Ben, quand vous dérivez deux fois, vous avez e puissance moins u moins Laplacien i. Et puis, vous pouvez dériver deux fois l'exponentielle, auquel cas ça vous fait du plus gradient u carré fois phi. Donc, c'est dérivation d'une fonction composée. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça linéarise la première équation. Et donc, vous en déduisez que d phi sur dt moins 1,5 de Laplacien phi, ouais, plus f de m fois phi est égal à 0. Équation de la chaleur avec potentiel. Bon, agréable, avec un phi strictement positif. Et phi à l'instant initial est donné par phi 0, qui au passage vaut e puissance moins u0. Bon. Quant à la deuxième équation, donc la deuxième équation qui est dm sur dt plus 1,5 de Laplacien m plus la divergence de gradient u fois m. Alors, là, il y a une autre astuce qui est également classique dans d'autres contextes, celle-là, elle n'a pas de nom, qui va consister à dire je vais prendre m sous la forme phi fois une autre fonction que je vais baptiser qui. Phi est strictement positif, donc je peux diviser m par phi. Si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens pour la première? J'obtiens d phi sur dt, le dm sur dt, fois qui, plus phi d qui sur dt. Ensuite, j'ai 1,5 de Laplacien phi, de Laplacien m, pardon. Alors, 1,5 de Laplacien m, ça fait 1,5 de Laplacien phi fois qui. Je dérive deux fois le phi. Ou je peux dériver deux fois le qui. Ou je peux dériver chacun d'entre eux, et puis je peux le faire deux fois. C'est gradient phi, gradient qui. Ça, c'est le Laplacien d'un produit. La dérivée seconde d'un produit. Et enfin, qu'est-ce qu'il me reste? Divergence de gradient u fois m. Alors, m, c'est phi fois qui. Et gradient u, qu'est-ce que c'est? U, c'est moins log phi. Donc, gradient U, c'est moins gradient phi sur phi. Donc, lorsque vous écrivez gradient U fois M, vous avez moins gradient phi sur phi fois phi qui. Les phi s'en vont, et il vous reste donc, au final, moins divergence de gradient phi fois qui. Égal à 0. Alors on va regarder, parce qu'il y a des choses amusantes. Lorsqu'on prend la divergence de ceci, si vous dérivez le qui, ça vous fait gradient qui s'en va avec celui-là. Et donc le seul terme qui reste de ces deux termes, c'est moins Laplacien phi fois qui. C'est assez rigolo, ça, cette transformation. C'est pas fini, vous allez voir le résultat final est spectaculaire. Alors maintenant, j'ai une équation sur phi déjà. Alors regardons les termes en qui là-dedans. C'est qui, d phi sur dt. Ah, j'ai tenu compte de celui-ci. J'ai plus 1,5 de Laplacien phi. Ça c'est bon. Et là, je viens de récupérer, grâce au dernier terme, un moins Laplacien phi. Et donc, je récupère un d phi sur dt moins 1,5 de Laplacien phi, c'est-à-dire ça. Et donc, vous voyez que les trois croix, je peux les remplacer par l'équation qui est ici, d phi sur dt moins 1,5 de Laplacien phi, c'est-à-dire moins f de m fois phi qui. Et donc, j'ai une véritable équation en qui
parce que les termes qui me restent, c'est celui-ci, celui-là et celui-ci. La somme des trois termes entourés vaut 0. Dans ces trois termes, j'ai phi, je peux diviser par phi. Et le résultat des courses, c'est quoi? C'est que j'obtiens, toujours avec un qui égal à 0, dqi sur dt, plus 1/2 de Laplacien qui, moins f de m fois qui, égale à 0, avec m qui est égal à phi fois qui. Voilà, fin du calcul. Bon, vous me croyez ou pas, ce calcul a été refait par de nombreuses personnes à plusieurs reprises, donc il est correct. Ce qui est quand même un système très joli. Hein. Enfin, c'est peut-être un goût, une notion d'esthétique un peu perverse, mais c'est un système qui est très joli parce que c'est vraiment une équation de la chaleur avec un potentiel de Schrödinger, forward. C'est l'équation avec le même potentiel mais en backward. Et le potentiel est construit par le produit des deux solutions. Donc on a des mécanismes antagonistes, pensez f de m décroissant, comme c fois une puissance. Donc si c'est vraiment comme c fois une puissance, hein, pensez maintenant moins c m à la puissance p. Ça veut dire que j'ai l'autre côté, ça fait c fois m puissance, c'est c fois mp phi. Ça c'est un mécanisme croissant sur phi, ça fait croître phi quand t augmente. Mais à l'inverse, ici, comme j'ai une équation backward, j'ai un phénomène décroissant sur qui. Et m, c'est le résultat des deux. Donc, j'ai un mécanisme explosif sur les phi, écrasant sur qui, et m, c'est le résultat des deux choses. Et c'est le même opérateur. Bon. Cela dit, quand on voit cette équation, donc normalement, attention, j'ai une condition limite sur m, pas sur qui à l'instant grand t. Mais même en termes de non-existence, d'avoir une condition finale sur qui a du sens, même dans ces problèmes-là. Hein. Donc, je suis preneur, donc normalement, c'est m de t, m en t égale grand t égale m1, ou, c'est un problème différent, mais je pense que c'est également intéressant, y compris pour les jeux à champ moyen d'ailleurs, égale qui 1. Et donc, question, si vous prenez f de m égale moins cm à la puissance p, y a-t-il des situations dans lesquelles on peut montrer que ce système n'a pas de solution régulière? Ce dont je suis intimement convaincu. Donc, question un peu étrange. Hein, c'est un système couplé d'équations paraboliques semi-linéaires, très symétrique en phi et qui. Hein, un qui va en temps positif, l'autre qui va en temps négatif. Et l'inconnu qui est le produit des choses. Bizarre, hein? En même temps, c'est très symétrique, je trouve une formulation très élégante. Bon, il y a beaucoup d'autres remarques derrière, en termes d'interprétation variationnelle, etc., etc. Bon, ça ne marche que pour un Hamiltonien quadratique. Mais ça marche dans ce cas-là. C'est utile numériquement, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Mais en termes d'analyse théorique, je n'ai jamais réussi à me servir de ça. Pourtant, ça a l'air plus simple. C'est également intéressant conceptuellement parce que on a envie de dire que U et M n'ont pas, et ça c'est assez important, U est une équation avec un Laplacien, un gradient U carré, et puis on a envie de dire que M, c'est un cran en dessous, c'est comme une mesure de proba, ça n'a pas même la même régularité. Ça, ce calcul, il montre que non. U et M ont le même type de régularité. Donc il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas tant qu'on reste dans les choses bornées. Bon. Quoi qu'il en soit, sur la non-existence, je reviens au cas précédent, pour l'instant c'est une remarque un peu anecdotique. Je reviens, donc on a beaucoup
beaucoup de suspicions sur le fait que pour des fonctions très décroissantes, il y a non-existence. On a vu que pour des fonctions, dès qu'elles sont décroissantes, il y a des phénomènes de non-unicité et d'instabilité linéarisée. Donc voilà la conclusion sur la non-unicité, la stabilité. Oui, j'aurais dû dire également, lorsque j'ai parlé d'instabilité, que le problème était bien posé si j'étais T0 de A strictement positif. Bien entendu, si j'ai une fonction croissante, c'est-à-dire si le f' de 1 il est positif ou nul, le système est évidemment bien posé. Bon, alors donc ça conclut l'analyse unicité-instabilité. On a un paysage à peu près cohérent qui émerge avec des jolis problèmes ouverts du point de vue de l'analyse mathématique. Il faut maintenant faire un retour sur l'existence, parce que l'existence, pour l'instant, souvenez-vous, si je prends une fonction en puissance, ben, les seuls résultats d'existence que j'ai, c'est un h qui est lipschitzian. C'est la seule chose que j'ai obtenue jusqu'à présent. Alors, donc, retour sur l'existence. Donc, je vais avoir ce que je sais faire là-dedans, c'est un certain nombre de régimes. Alors, il y a un régime dans lequel je vais dire que f est, je vais mettre ici borné, vous pouvez mettre des puissances. C'est-à-dire que s'il croît, il ne croît pas trop vite. Alors, pas trop vite, ça dépend de la dimension, etc., etc. Alors, ça, c'est un régime qui est OK. Lorsque h est sous-quadratique. Donc ça, c'est OK. Il existe des solutions régulières. Alors, la raison quelle est-elle? Donc, typiquement, hein, c'est h de p égale p à une certaine, égale le module de p à une certaine puissance, dire que la puissance est plus petite que 2. Deux inclus d'ailleurs. Ça provient du fait que l'on sait obtenir des bornes lorsque l'on a des opérateurs du style moins 1,5 plus h de x et de gradient u égale quelque chose appartient à l'infini. On sait en déduire des bornes sur u. Donc ça, c'est des équations paraboliques, quasi-linéaires, sous-quadratiques. Il y a toute une littérature là-dessus. Ça, on sait faire. Donc ça, c'est classique. Et donc, lorsqu'on a des bornes sur U, qui sont des bornes de régularité maximale, et en fait, on sait même aller en dessous. C'est-à-dire que là, je parle de L infini, mais si on sait simplement que c'est dans LQ, c'est bon. Pour un Q, L infini en temps à valeur dans LD sur 2 plus epsilon, ou D à la dimension, c'est bon encore. Et je sais que M est dans L infini de L1. Donc le f de M, vous voyez que vous avez le droit de le faire croître à une certaine puissance négative qui dépend de la dimension. Donc ce résultat-là permet de traiter des moins C0S de P pour des P petits. Donc non-existence non linéaire, je devrais dire vraiment P supérieur ou égal à 1, ou P supérieur à un P0 qui peut-être dépend de la dimension. En tout cas, je sais que jusqu'à un petit P qui dépend de la dimension, on sait gérer le problème. Bon, c'est ultra technique, ça relève plus d'un séminaire que d'un cours. Mais comme je n'ai pas de résultat de non-existence, je ne sais pas si je sais aller pour des petits P, mais je ne sais pas si c'est la borne que je sais obtenir sur le petit P, tant que ça marche. Pour que ça marche, est optimal ou pas. Donc, je dis f borné, mais il y a de la marge. Ok, donc on a des fonctions qui croissent pas trop vite, en positif ou en négatif,
des h sous-quadratiques. Si elles ne croissent pas trop vite et que h est super quadratique, je ne sais rien. Bon. C'est surtout si elles décroissent, parce que si elles croissent, on verra qu'on sait tout. Alors, qu'est-ce qui reste là-dessus? Des fonctions, si je prends f de s égale cs à la puissance p. Les c négatifs, p pas trop petit, p petit, c'est scalar. P grand, je m'attends à la non-existence. Ben donc, il reste les cs puissance p avec c positif, les fonctions croissantes. OK? Donc, je répète ce que je disais là, qu'on récapitule un tout petit peu ce que l'on a. Si je prends f de s égale c à s puissance p. Si c est strictement négatif, ouais, c égale à 0 n'est pas le cas le plus compliqué. Hein. Alors, c strictement négatif, p petit. Bon, là, je mets h sous quadratique. Il y a des espoirs pour le cas sur quadratique, mais je ne veux pas en parler. Je veux pas en parler aujourd'hui. P petit h sous quadratique, c'est OK. Donc, si je prends h de p égale 1 demi de p2, c'est OK. Ouais. Bêta, hein, parce que les p, ça fait beaucoup de p. Hein. Donc, c'est à la puissance s bêta. Si bêta est grand, je m'attends à non-existence. Bon. Donc ça semble indiquer qu'il y a un bêta critique à partir duquel ça casse. Ben, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à comprendre f de s égale c à s à la puissance bêta avec c positif. Et j'aurais à peu près compris le paysage. OK? Bien. Alors, s à la puissance bêta. Ben déjà, si bêta est petit, on est aussi dans le cas précédent, on a déjà ça. Maintenant, je veux un bêta qui puisse être aussi grand que je veux. Donc tout ça pour dire que le dernier cas d'existence dont je vais vous parler aujourd'hui, et puis après je vais vous parler de problèmes ouverts, ou de problèmes dans lesquels le travail reste à faire, c'est pour ça qu'on n'est pas encore tiré, on n'est pas encore sorti de ce sujet ici au collège. Alors, le cas, deuxième cas qui reste à traiter, c'est effectivement f de s égale c fois s à la puissance bêta, par exemple, hein, avec c positif et bêta positif, donc des fonctions croissantes. Bon, et typiquement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt des bêtas qui ne sont pas petits. Hein. Est-ce que je peux prendre bêta égale 18 ? Bon. Alors, eh bien, il faut pour comprendre ça, l'idée c'est que ça marche. Et pour ça, il faut comprendre les estimations a priori. Alors, l'idée de multiplier, hein, donc j'élimine les f0, je prends h de p égale une autre constante, C0 fois P à la puissance alpha. Non, alpha c'est déjà pris, gamma, C0 positif, gamma plus grand que 1. Alors donc ce que l'on a vu la semaine dernière pour la démonstration de l'unicité, c'est qu'il y avait des choses agréables lorsque je multiplie l'équation en U par M et l'équation en M par U. Alors si je refais ça, mais maintenant pas à des fins d'unicité, mais à des fins d'estimation a priori, je refais le calcul la semaine dernière, donc j'ai l'intégrale de UM, puis bon, je ne vais pas refaire le calcul qui a été fait la semaine dernière. Eh bien, ce que j'obtiens, c'est que je vais obtenir l'intégrale sur Q
de f de m fois m. Et ce que je vais récupérer ici, c'est h dh sur dp en gradient u fois gradient u moins h de gradient u fois m. Donc ça, c'est ce que j'obtiens en refaisant le calcul la semaine dernière. C'est comme si je le faisais avec l'an dernier, la semaine dernière, j'avais U1, M1, U2, M2. C'est comme si U1 était U, M1 c'était M, U2 c'était 0, M2 égale à 1. Bien. Alors regardons un tout petit peu de plus près. Ça, c'est relativement agréable parce que c'est du m à la puissance 1 plus bêta. Donc ça, c'est un contrôle de m à une certaine puissance. Ça va vers une estimation a priori. Et puis ça, lorsque je prends p à la puissance gamma, c'est semblable à du gradient u puissance en module puissance gamma gamma fois m. Donc ça aussi, c'est, quand je mets semblable, c'est à une constante près. Donc là aussi, ça part vers une estimation a priori. Donc la taille de ces deux objets est gouvernée par le d sur dt. Et donc si j'intègre en temps, je récupère que l'intégrale sur u de grand T fois m1, que je ne connais pas, moins l'intégrale de U0 fois M0, M de 0 que je ne connais pas, est donc supérieur ou égal à une certaine constante nu, fois quoi? Eh bien, fois l'intégrale double en x étant de m à la puissance 1 plus bêta, plus gradient u à la puissance gamma, fois m. Et donc, cela va me donner un contrôle, une borne sur ces objets-là, si je sais borner ce qui est au-dessus. Alors, j'ai quand même quelque chose à faire là. Le terme en U0, M0, je n'ai pas de souci à me faire. Lui, il est borné parce que M, c'est positif et, et l'intégrale de M0 est 1 et U0 est borné. Donc ça, c'est borné. En revanche, celui-là il est plus difficile. Je connais M1, mais U de T, je ne sais pas grand-chose. Alors, j'en déduis donc que tout ceci se majeure par quoi? Par une certaine constante, c'est le deuxième terme, plus une autre constante. M1, il est majoré par une constante, et je peux mettre la partie positive de U plus de T. Voilà une majoration que je peux obtenir. Parce que lorsque c'est négatif, c'est inférieur à 0. Bon. Et maintenant, si j'intègre l'équation, observez que par l'équation, je sais que du sur dt moins 1 demi de Laplacien u est inférieur ou égal, parce que l'hamiltonien est positif, est inférieur ou égal à f de m, qui est mon c fois m à la puissance bêta. Donc je sais que je peux mettre la partie positive et garder cette inégalité. Lemme de Cato. Et donc j'en déduis que si j'intègre en x et t, j'en déduis que l'intégrale de u plus à l'instant grand t est majorée. L'intégrale du Laplacien, ça vaut 0, donc c'est majoré par l'intégrale de u0 plus que je maîtrise, plus c fois la double intégrale de m à la puissance bêta.
Et ça, c'est une constante. C'est donné. Et donc, vous voyez qu'au final, tout ce qui est ici peut être majoré par une constante plus une constante fois l'intégrale double de m à la puissance bêta. Donc, je répète, l'identité hamiltonienne, prendre l'équation en U et la multiplier par m, et prendre l'équation en m et la multiplier par u. L'identité hamiltonienne, si je m'en sers, me dit que ce qui est fondamentalement le Lagrangien du problème, eh bien, peut être majoré par les termes... enfin non, l'énergie dépend uniquement des conditions initiales et finales, puisque ce n'est pas un système hamiltonien dans lequel on prescrit les conditions initiales. Et eh bien, là-dedans, il faut travailler uniquement sur ce terme en U+, et ce terme en U+, grâce à l'équation, on le contrôle par du m à la puissance bêta. Mais ça, c'est bon, parce que là, j'ai du m à la puissance 1 plus bêta, et ici, j'ai du m à la puissance 1 bêta. J'ai un terme beaucoup plus fort à droite qu'à gauche. Donc, j'en déduis réellement une borne sur l'énergie. Donc, la moralité, c'est que de ceci, la conclusion, c'est qu'on a des bornes, on a une estimation a priori. Donc, première estimation a priori. Et vous voyez bien qu'il suffit de savoir que f se comporte, ça n'a même pas besoin d'être croissant. Il faut savoir que f se comporte comme du c fois s à la puissance bêta, à l'infini. C'est la seule chose qui compte. Première estimation a priori, c'est de dire que je contrôle l'intégrale de m à la puissance 1 plus bêta et que je contrôle un objet un peu plus bizarre parce qu'il y a du m et du u mélangés, du m gradient u à la puissance gamma majoré par une constante. Bon, alors, si j'ai que cette information, je peux commencer à faire du bootstrap, de l'interpolation, en me disant, j'ai cette information sur m, j'ai cette information sur m, gradient u puissance gamma, je regarde l'équation en m, et je vois que dans l'équation en m, j'ai du divergence de gradient u à la puissance gamma moins 1 fois m. Bon, ben ça, je vais en déduire que c'est dans certains espaces LQ de T, LR de X. Je me sers de la régularité de l'équation de la chaleur, j'itère, et dans certains cas de figure, si bêta n'est pas trop grand, j'ai des solutions fortes, si bêta est grand, j'ai des solutions faibles. Bon, et ça, c'est uniquement si f de s se comporte comme c fois s puissance bêta. C'est très technique, je ne veux pas me lancer là-dedans. Je veux rester avec cs à la puissance bêta, qui est une fonction monotone. Et ce qu'on va avoir, c'est une deuxième estimation a priori. Alors, cette deuxième estimation a priori, lorsqu'on a une identité remarquable, puisque ça, c'est quand même le Lagrangien. Lorsqu'on a une identité remarquable comme ceci, et qu'on a un système, si j'oublie les conditions initiales, la dépendance en x des conditions initiales, le système d'équations est invariant par translation. J'ai du Laplacien, c'est invariant par translation, un h de gradient u, c'est invariant par translation, le f de m, c'est invariant par translation, etc. Alors, si j'ai une identité remarquable et une invariance par translation, ça veut dire que je peux obtenir des choses en dérivant cette identité remarquable. Ça, c'est un principe général universel en physique associé aux invariances. Donc, ça veut dire que j'ai encore autre chose. Je peux dériver une fois, deux fois, et puis en cause des non-linéarités, à partir de 3, on a des choses, mais ça ne donne aucune information. Alors, dériver une fois, c'est en général juste une réflexion d'invariance galiléenne, des choses comme ça. Ça donne en général pas des informations signées. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça fait, parce que c'est pas inintéressant. Donc, dériver une fois, c'est de dire, si je prends d sur dt de gradient u, moins Laplacien de gradient u, ici, je vais avoir h' de gradient u
gradient de gradient U égale f' de m gradient m. Bon, mais ça, je peux multiplier par m. Oui, et il me dit, mais vous ne dérivez pas l'autre équation? Non, je ne dérive pas l'autre équation. Parce que l'invariance par translation, il n'y a qu'une pensée contrôle optimal. J'ai un problème en m, et u, c'est l'état adjoint. Ou j'ai un problème en u, et m, c'est son état adjoint. Donc je fais les translations sur u, et je les fais uniquement là. Donc si je multiplie par m, et que je me sers de la dualité, parce que vous voyez que m vérifie l'équation duale, eh bien vous en déduisez tout de suite que d sur dt de l'intégrale de gradient u scalaire m vaut 0. Alors ça vaut 0 parce que, je vais très très vite là, parce que ça fait f' de m gradient m fois m, et que ça c'est l'intégrale de gradient d'une certaine fonction h de m. Ou h', c'est f' fois h' de s, c'est f' de s fois s. Et l'intégrale du gradient, ça vaut 0. Bah oui, j'ai un Lagrangien ou une énergie qui est indépendante de x, donc c'est normal que j'ai ça. Bon. Donc c'est une identité remarquable, mais ça ne donne pas vraiment une estimation a priori. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est dériver deux fois. Alors, plutôt que dériver deux fois, donc deuxième estimation a priori. Je peux dériver deux fois, mais je vais mettre carrément tout de suite le Laplacien. Donc, deuxième estimation a priori, je multiplie, plutôt que de dériver deux fois, je multiplie par Laplacien m la première équation. Je vais la multiplier par moins Laplacien m pour multiplier par un opérateur monotone. De la même façon que lorsque je multiplie par m, je multiplie par un opérateur monotone. Donc, et puis ça c'est l'équation en u. Je prends l'équation en m, je la multiplie par moins Laplacien u. Et puis on est parti pour le calcul. Non. Je dérive que deux fois une équation. Non, autant pour moi, là, ça c'est n'importe quoi ce que je vais raconter. Pour l'instant. Alors, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Donc, j'ai un du sur dt. Oui, c'est multiplier l'équation en gradient u par gradient m. Je fatigue. Donc il va falloir que je multiplie la deuxième équation m par moins Laplacien. Bon. L'intégrale de du sur dt moins Laplacien m. Donc ensuite, ce que je vais avoir, c'est plus l'intégrale de Laplacien u, Laplacien m. Donc ça, il va falloir que je m'en débarrasse. Mais je veux déjà commencer à travailler sur le premier terme. Là. Alors, ce terme-là, quel est-il? J'ai un h de x et de gradient u. Donc, si je reporte le Laplacien de l'autre côté, ceci, c'est moins Laplacien de h de gradient u fois m. Correct? Oui. Et ici, j'ai quoi? Eh bien, j'ai l'intégrale de f de m fois moins Laplacien m. Qu'on voit les bons termes apparaître petit à petit. Ce terme-là, il est clair. Si je fais l'intégration par partie, il est égal à l'intégrale de f' de m fois gradient m carré. Donc si f est croissante, là je gagne de l'information de régularité.
Alors ce terme-là, il est beaucoup plus complexe. Donc je fais le calcul rapidement et je dis, ça c'est h' de gradient U, gradient moins Laplacien U, le tout multiplié par m. Ça, c'est j'ai pris le Laplacien uniquement sur le gradient U, et puis j'ai ensuite les dérivées secondes de h, et donc c'est un terme qui est en moins h seconde de gradient U, d2u, je dérive deux fois, donc d2u des U. Donc en fait, c'est la trace, si vous voulez prendre matriciellement, c'est moins trace de d2u h seconde d2u. Le tout fois m. Bon, alors, qu'est-ce que l'on voit apparaître? On voit apparaître que du sur dt, moins l'intégrale de du sur dt, moins Laplacien m. Et je vais écrire, pardonnez-moi les choses un peu autrement, du sur dt moins Laplacien u, plus h' de gradient u gradient. Le tout appliqué à moins Laplacien m. Oui. Le tout, pardon, appliqué à m. Vous êtes d'accord? Alors, c'est un du sur dt. Je suis un peu perdu dans mes trucs, parce que là, j'ai un Laplacien. Les termes n'ont pas tous le même... pardonnez-moi. Hein. J'aurais jamais dû me lancer dans ce calcul-là. Bon. On va y arriver. Alors, du sur dt, courage. Du sur dt moins Laplacien u, multiplié par moins Laplacien m, plus l'intégrale de h' de gradient u et du gradient de moins Laplacien u. Bon, ça c'est bon, voilà. Donc de 2, 3, 1. H' de gradient u moins Laplacien u. Ouais, c'est correct. M. Et donc égal, pardonnez-moi, à l'intégrale de f' de m gradient m carré plus l'intégrale de la trace de d2u h seconde d2u fois m. Alors ça, c'est beaucoup d'informations à droite, si on arrive à se débarrasser des autres termes. Et bien entendu, on va le faire par intégration par partie, avec le fait qu'on a aussi une équation sur m. Alors, si admettons que, in fine, on se débarrasse des termes-là par intégration par partie, ce que l'on voit apparaître, tout à l'heure, on avait du gradient u carré fois m, pensez h égale quadratique. Si h est quadratique, ça c'est l'identité, c'est du d2u carré. Donc je suis passé du gradient u carré au d2u carré, j'ai gagné un cran de régularité. Ici, qu'est-ce que je récupère? J'avais du f' de m fois du m carré. C'était m à la puissance 1 plus bêta. Et là, j'ai du m puissance bêta, mais j'ai remplacé le m carré par du gradient m carré. Donc c'est beaucoup plus de régularité. Et ça permet d'essentiellement toujours démontrer l'existence de solutions régulières. Alors, comme je fatigue, je ne suis pas sûr que je m'en tirerai pour faire le calcul de l'autre terme. Le plus simple, c'est quand même de prendre h de p égale 1 demi de p2, de façon à pas trop avoir, donc le h seconde, c'est l'identité, et ici h' de u, c'est gradient u. Hein. Ça m'aidera dans les calculs. Là, j'ai peut-être une chance d'y arriver. Alors, donc, je prends un dm sur dt, et le principe, plus Laplacien m, plus divergence de gradient um est égal à 0.
ben, j'ai pas trop de choix. J'ai un du sur dt moins Laplacien m. Je veux avoir un dm sur dt moins Laplacien u. Donc, c'est multiplier cette équation par moins Laplacien u. Hein. Et puis après, je sommerai. Donc, d sur dt de m fois moins Laplacien u. Pardon. dm sur dt multiplié par moins Laplacien u. Quand je le sommerai à celui-là, ça me donnera le d sur dt complet de l'intégrale. Bien. Le plus intégral de Laplacien m multiplié par moins Laplacien u, ça c'est parfait. Quand je le sommerai avec celui-ci, là j'ai Laplacien u, Laplacien m, moins, ça fait plus. Et là j'ai Laplacien m fois moins Laplacien u. Donc les deux termes s'annuleront. C'était le calcul que j'avais fait la dernière fois. Alors, donc, quel terme me reste-t-il? Eh bien, il me reste le terme qui est plus l'intégrale de divergence de gradient u fois m fois Laplacien u. Bien, une fois que vous avez intégré par partie, vous voyez qu'il se compense exactement avec ce terme-là. Moralité, la conclusion, donc je m'en faisais une montagne, mais c'est beaucoup plus simple que je ne le pensais. La conclusion, c'est qu'on a une troisième identité fondamentale, d sur dt de l'intégrale de gradient u, gradient m, qui est égale, qui est simplement, c'est toujours ça vient de la première identité que je dérive en x. Une première fois, j'obtiens la deuxième identité. Une deuxième fois, je me sers de l'invariance par translation. Et une deuxième fois, j'obtiens celle-ci. Alors, je pourrais dériver une troisième fois, mais bon, malheureusement, ça s'arrête. D sur dt de gradient u, gradient m, ça s'arrête, bon, enfin, ça dépend. Ça va demander plus que de la croissance de f, c'est ça que ça veut dire, c'est la convexité de f. À ce moment-là, on peut encore continuer. Alors, d sur dt de l'intégrale de gradient u, gradient m, c'est quoi? Bien, ça devient, dans le cadre HP, h de p égale 1 demi de p2, ça devient l'intégrale de d2u carré fois m, plus f' de m fois gradient m carré. Et donc, à nouveau, je vais avoir une réelle estimation a priori si je contrôle cet intégrant à l'instant grand t, à l'instant grand m. Donc, à nouveau, il faut que je regarde l'intégrale de gradient u, gradient m à l'instant t, moins l'intégrale, alors gradient u0, gradient m de 0, celle-là, elle n'est pas méchante, parce qu'à nouveau, ça fait l'intégrale, je fais passer le gradient ici, ça me fait un plus Laplacien u0 fois m de 0, u0 fonction régulière, m0 borné dans L1, fini. En revanche, celle-ci, bien, ça fait quoi? C'est l'intégrale de u de t, j'intègre par partie, moins Laplacien m1, moins Laplacien m1 est une fonction régulière, le u de t, j'ai déjà travaillé tout à l'heure, donc c'est le même traitement des bornes. Et donc, de cette troisième identité fondamentale pour les jeux à champ moyen, ben, vous voyez qu'on déduit un cran supplémentaire de régularité qui lui permet de conclure et d'avoir de la régularité. En effet, donc, conclusion, et je vais arrêter là et tracer quelques perspectives. Conclusion. Eh bien, j'obtiens un contrôle pour m à la puissance, c'était S bêta, oui, c'est ça, c'est m bêta moins 1 gradient m carré. Ce qui est en d'autres termes est de dire que j'ai un gradient pour bêta plus 1 sur 2 au carré. Et j'ai un truc plus bizarre, toujours avec un m d2u carré. Alors ça permet d'obtenir, dans l'équation m, beaucoup de régularité, parce que là, ce que vous avez d'informations, c'est des informations sur les dérivés de cet objet.
Donc c'est comme si vous obteniez d'un coup des informations sur la divergence de gradient UM, vous en déduisez des informations sur les dérivées secondes de M, vous réinjectez ça, donc là ça élargit énormément le cadre des solutions régulières. Bon, alors je m'arrête là. Il y a encore des petites questions techniques de ci, de là. Si je ne prends pas une fonction croissante, je n'ai pas droit à la deuxième identité. Auquel cas, je n'ai que la première identité. Donc, il y a des régimes de solutions faibles. Sont-elles fortes ou pas? Enfin, il y a beaucoup de questions techniques associées à cela. Alors, dans les quelques minutes qui restent, je voudrais vous signaler 3 axes principaux en termes d'analyse théorique des systèmes de Minfield Games qui sont très utiles. Alors, le premier cas, c'est le cadre déterministe. C'est-à-dire, j'enlève le Laplacien. Bon. Le deuxième cas, c'est d'avoir un H de M et de gradient U qui mélange beaucoup plus. Là, j'ai pris des variables séparées. OK? Et un exemple typique, c'est les phénomènes de congestion dans les transports. Dans les problèmes que j'ai regardés, j'ai toujours regardé des joueurs qui se déplacent et dans lequel, si pendant un temps d'été, s'ils prennent une certaine vitesse, ils vont avoir un coût qui est proportionnel à 1/2 de m alpha carré. Maintenant, on peut considérer que le coût du transport augmente si à l'endroit où je me trouve quand je me balade, il y a beaucoup de monde. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de congestion. Saint-Lazare en début de semaine. Le coût augmente, il faut prendre le taxi. Bon, je plaisante. Si je fais cela, cela veut donc dire que dans le coût, vous pouvez très bien avoir 1/2 de alpha de m, et lorsque vous prenez 1/2 de alpha de m, ce que vous récupérez ici comme hamiltonien, c'est typiquement 1/2 de gradient U carré sur m. C'est un exemple. C'est méchant, c'est beaucoup plus méchant, parce que là, le 1/2 de gradient U carré est sympathique, mais on divise par m. Alors ça, ce sont des classes de modèles, alors c'est par m, c'est un exemple. Alors ça, ces problèmes de congestion, ça a une structure extraordinairement intéressante. Hein. En fait, on avait démarré, bien en tête, il y a très très longtemps, l'exemple initial qui nous avait conduit à faire toute cette modélisation, à se poser la question pourquoi on le faisait, c'était on se dire pourquoi quand il y a beaucoup de voitures sur la place de l'Étoile, on prend des grands cercles. Bon, et ça, c'était un modèle avec congestion. Parce que quand il y a vraiment beaucoup de monde, on ne peut pas bouger. Donc là, le coût est quasi infini. Alors, ces modèles de congestion. Et le troisième cas, qui est également assez important, c'est la planification, qui consiste à dire, j'oublie la condition aux limites U de t égale, en t égale à 0 égale 0, égale U0, je l'oublie, je n'ai plus de condition aux limites en U. En revanche, je rajoute une condition aux limites sur M. Donc, sur une équation, j'ai plus de conditions initiales et finales. Sur la deuxième équation, je prescris la densité de la population, la densité des joueurs à l'instant initial, et je me fixe la densité, la répartition que j'aimerais avoir à l'instant final. Et pourquoi il s'agit de planifier? C'est que le U0, vous pouvez penser que c'est une inconnue du problème, et c'est une fonction coût inconnue. Et donc, c'est un coût incitatif. C'est quel coût je dois prendre pour que le comportement de ce jeu à champ moyen me conduise à la répartition que je voulais. C'est vraiment de la planification. C'est
qu'est le système de taxation, le système de gratuité des transports, etc., etc. Quelles sont les politiques incitatives en termes de coûts qui peuvent induire un objectif? Alors c'est évidemment idéalisé, formalisé, et voilà, vous comprenez la parenté avec le mot usuel de planification. C'est par des politiques d'incitatives, c'est-à-dire par choix de récompenses, coûts, etc. Alors, ce sont des cas, et donc d'une certaine manière, ce que j'ai fait cette année, c'est moins nu Laplacien U plus, avec le D. La première année, j'ai fait moins nu Laplacien U plus H de gradient U égale F de M. Ça, c'était l'année 1. L'année 2, j'ai fait n tend vers l'infini. L'année 3, j'ai fini n tend vers l'infini et écrire cette équation, et puis j'ai mis un d sur dt là. Et donc l'an prochain, c'est ça. Et petit à petit, on couvrira. Je pense que j'épuiserai le sujet avant de prendre ma retraite, je ne suis pas sûr. Sur ce, merci de m'avoir accompagné. Séminaire dans un quart d'heure. Laurent est déjà arrivé, mais séminaire dans un petit moment. Hein, on fait une petite pause. J'ai besoin de souffler, j'en peux plus. Merci en tout cas. Merci beaucoup.